Bonjour, je m'appelle Linda Paradis, j'ai 58 ans. J'ai été diagnostiquée d'une fibrose pulmonaire idiopathique et à 3 semaines de la mort, j'ai été sauvée par une transplantation pulmonaire bilatérale. En fait, on se rend compte qu'on a une fibrose pulmonaire idiopathique. En fait, on se rend compte qu'on a un problème de poumon parce que j'étais une fille qui était très active, je faisais beaucoup de sport, alors je réalisais que j'étais plus capable de faire la même chose que je faisais. Et donc, il y avait un problème avec mes poumons. Et j'ai été voir un pneumologue qui m'a diagnostiqué une fibrose. Donc, on savait que c'était une fibrose, on ne savait pas de quelle nature. Mais chose certaine, c'est que si on n'arrêtait pas la progression de la fibrose, c'était clair qu'on s'en allait vers une transplantation. Bref, que tout d'un coup, quelque chose me détruise les poumons comme ça et que ça soit irréversible, c'était presque impossible. Et donc, mais c'était la réalité. Et je m'en allais vers une transplantation pulmonaire, chose que j'ai eu le cadeau de recevoir après le processus d'évaluation et de mise en attente sur la liste. Ce que ça fait, c'est que ça cicatrise le poumon, et le poumon est un ballon qui gonfle et qui, en dégonflant, nourrit le corps d'oxygène quand on lui demande de faire des efforts. Alors, plus on avance dans le temps, moins le poumon se gonfle, l'élasticité du poumon est réduite parce qu'il fibrose. Et donc, on n'est plus capable d'envoyer assez d'oxygène pour répondre aux besoins de ce que le corps demande comme oxygène. Et donc, tout ça s'enchaîne et c'est pour ça que souvent, la fibrose entraîne des problèmes cardiaques. Et souvent, on parle de transplantation cœur-poumon. Mais en bout de ligne, la fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie qui tue sur une période de 3 à 5 ans. Et moi, j'en m'en suis aperçue dans les 2 dernières années et j'ai été obligée d'être transplantée très rapidement. En fait, à travers l'évolution de la maladie de la dernière année, il y a eu une grande transformation. Premièrement, de la réalisation que la fin pouvait arriver et je peux vous dire que j'ai senti la mort de très près. On réalise qu'on n'a aucun moyen de contrôler nous-mêmes qu'est-ce qui nous arrive. Mais j'avais la conviction profonde que j'avais pas fini la mission, mais j'avais pas de contrôle. Alors je me suis laissée aller en me battant du plus que je pouvais, d'être excessivement positive à travers tout ce processus-là. Je voudrais qu'on change la façon dont on s'enregistre au registre des donateurs. Je voudrais sensibiliser les gens à signer, puis même à mettre un concept en place de testament corporel pour que ça devienne non seulement un réflexe, mais que quand les gens signent, on dit que 90% des gens signent leur carte de don d'organes. Mais malheureusement, c'est pas dans un registre officiel, c'est derrière une carte. Quand on signe, qu'il n'y ait plus possibilité ou que la famille soit face à un fait qu'on ne peut pas changer un testament et que si la personne a signé pour faire son don d'organes, qu'on va respecter ses volontés. Il y a 50% des gens qui font la liste, comme moi j'ai fait la liste, qui ne reçoivent pas leur don d'organes, qui ne reçoivent pas le don de vie. C'est plus réservé aux femmes maintenant de donner la vie. Tous ceux qui vont signer le registre de don d'organes peuvent donner la vie et la recevoir. Bonjour, mon nom est Judith Moati, j'ai 32 ans et j'ai de l'hypertension pulmonaire. L'hypertension pulmonaire est une maladie qui affecte les artères pulmonaires et donc dans certains cas, les artères sont juste trop petites ou les gens peuvent faire des embolies pulmonaires, ce qui fait que le côté droit du cœur travaille plus fort pour distribuer l'oxygène dans le corps. Et donc les symptômes sont les lèvres bleues, l'évanouissement et l'essoufflement. Le jour où j'ai eu mon diagnostic, en fait, je me suis rendu compte que ça allait vraiment pas lors de mon échographie cardiaque. Mais par après, on m'a envoyé un résident pneumologue me dire que j'avais l'hypertension pulmonaire. Donc, il est venu me voir. J'étais dans le corridor parce qu'on m'avait dit de marcher. Et puis, il m'a dit, « Madame Moati, je dois vous annoncer que vous avez l'hypertension pulmonaire. »
C'est une maladie grave pulmonaire. Et à ce moment-là, j'ai dit OK. Il m'a dit ben on va vous envoyer, vous faire suivre à l'hôpital juif. J'ai dit OK, est-ce que je peux rentrer chez moi ce soir? Et il m'a dit non. Il m'a dit on peut pas vous laisser partir parce que on a vu beaucoup de femmes de votre âge mourir soudainement de cette maladie. Donc, comme c'est mortel et que vous êtes très, très malade, on ne peut pas vous laisser partir de l'hôpital. Donc, c'était aux alentours du 21 ou 22 décembre 2009. Et j'oublierai jamais parce que j'ai pas dormi cette nuit-là. Je pensais que j'allais mourir ce soir-là. Mon diagnostic a changé ma vie parce que, dans le fond, après le diagnostic, on m'a demandé d'arrêter de travailler. Je venais de commencer de travailler dans un bureau d'avocat et puis je comptais aller à McGill en droit pour devenir avocate en droit des affaires. Et puis, j'ai dû m'arrêter du jour au lendemain. Et lors de mon diagnostic, on m'a dit que je ne pourrais plus jamais travailler. Et on m'a mis sur une médication qui était sous-cutanée avec une machine. Donc, je recevais du médicament 24 heures sur 24. Et puis, ça fait que ce médicament était tellement fort que je vivais trop de douleur pour pouvoir travailler, même si je voulais. Mais c'était rendu au point où je pouvais plus me lever le matin, je pouvais pas faire mon ménage, je pouvais à peine mettre un chandail sur mon dos parce que la douleur était trop intense avec la thérapie que je recevais à ce moment-là. Ça a été difficile pour ma famille aussi parce que ils sont tout le temps sollicités par moi quand j'ai des malaises ou quand je dois aller à l'urgence donc c'est sûr que ça affecte toute ma famille. Ça m'a aussi créé des problèmes parce que j'avais un enfant très jeune, il avait 5 ans lors de mon diagnostic. Et donc, j'ai été obligée, pour beaucoup de raisons, de le laisser avec mes parents parce que j'arrivais plus à m'occuper de lui. J'arrivais pas à me lever le matin, donc ça a été très difficile pour ça. Donc, la médication que je prends maintenant sont des pilules pour l'hypertension pulmonaire. Je prends 1600 microgrammes par jour. C'est juste une pilule pour l'hypertension pulmonaire, mais à côté de ça, j'en prends 20 en tout dans ma journée. Mais ça reste quand même beaucoup de médications à prendre par jour. Lors du diagnostic, on nous demande d'arrêter de travailler et souvent, malgré qu'on le veuille, les effets secondaires des médicaments nous empêchent. Il manque de ressources au gouvernement. On n'a pas d'aide financière. Au contraire, même si tu as des assurances, tu dois payer des taxes. Et donc, en fait, on n'a aucun soutien financier du gouvernement si on est pris en charge par des assurances. Mais pour les gens qui sont sous l'aide gouvernementale, eux non plus n'ont pas vraiment d'aide, en fait, parce que le montant est si minime qu'ils peuvent à peine payer leur loyer. Donc, souvent, oui, les gens vivent avec la maladie, ils vivent dans la pauvreté. Donc, c'est sûr que oui, il manque beaucoup dans le domaine, je trouve. Surtout pour les gens qui ont des maladies qui sont incurables et mortelles, on devrait donner plus. C'est pas notre faute. On n'a pas choisi la maladie. On n'a pas choisi d'être dans cette situation. Souvent, c'est des gens qui travaillent, qui se font demander d'arrêt, qui ont le diagnostic. Donc, c'est pas parce qu'ils sont paresseux qu'ils ne travaillent pas, ou c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est qu'ils peuvent pas. Vivre avec cette maladie, c'est très difficile. C'est pas une maladie comme les autres. Et donc, oui, c'est facile de se laisser aller, mais ça vaut pas la peine de se laisser aller. Il faut continuer à la vivre, notre vie, puis il faut la vivre pleinement parce que on est les seuls qui savent que ça peut nous être enlevé du jour au lendemain. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre, j'ai 30 ans. J'ai été atteinte d'une tumeur muco-épidermoïde il y a bientôt 5 ans. À l'âge de 25 ans, je faisais souvent des pneumonies l'hiver, ça arrivait fréquemment. Cet hiver-là, j'en ai fait une assez féroce. Puis, suite aux radiographies qu'on passait après, ça disait toujours que j'avais encore une pneumonie, là, que c'était pas guéri dans mon poumon. Donc, on a poussé plus loin, en fait, les tests. Donc, j'ai dû passer une bronchoscopie. Suite à la bronchoscopie, c'est là qu'on a découvert que j'avais une tumeur qui était dans la bronche de mon lobe moyen de mon poumon droit.
En fait, la tumeur muco-épidermoïde, c'était une tumeur maligne à comportement bénin, donc une tumeur cancéreuse. C'était situé dans le moyen de mon poumon droit. Il y a eu vraiment deux annonces. La première annonce, ça a été l'annonce que j'avais la tumeur. J'étais avec ma mère. Ça a été un choc. La veille de l'opération, mon pneumologue voulait me rencontrer. Je pensais que ce serait simplement plus une rencontre de routine d'avant-opération. C'est là qu'on m'a annoncé que c'était une tumeur muco-épidermoïde. C'était une tumeur très, très rare. Donc, c'est là que là, ça a été un autre choc. Là, c'était évidemment, on m'annonçait que j'allais vraiment avoir 2 lobes de poumon enlevés, que c'était pas le même grade de tumeur. Lors de l'annonce de mon diagnostic, je crois que j'étais pas du tout consciente de ce qui m'arrivait. En fait, ça rentrait pas du tout dans mon horaire. J'allais déménager avec mon copain, j'avais ma compétition de danse qui arrivait. Mon pneumologue me dit quand tu vas être appelé pour avoir la date de ton opération, c'est là. Pas le temps de... On change pas. C'est ça qui est prioritaire. En fait, la chirurgie a vraiment... ça a été ce qui a fait que j'ai été guérie. J'ai pas eu besoin d'avoir de traitement de chimio. Vraiment, la chirurgie a suffi là, pour me guérir. Je pense que c'est super important que les organismes qui existent soient présents. En fait, c'est pas tout le monde qui a eu autant de chance que moi. Justement, il faut poursuivre les recherches, continuer d'offrir du support aux personnes qui en ont besoin. Je pense que c'est super important que les organisations qui existent, qui sont mises en place, soient présentes et encore plus. Pour une personne qui pourrait vivre la même situation que moi, en fait, je crois que c'est super important d'en parler, de parler de ses inquiétudes, tout en restant aussi positive. Je pense que j'ai beaucoup, beaucoup de chance, puis il faut que je fasse attention justement à ce que j'ai puis que j'apprécie. Je crois que j'aspire vraiment à rêver grand tout en appréciant ce que j'ai.